Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre sur votre chaîne Logos Télévision pour les comptes d'interview exclusive. Alors aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous l'honorable John Kolela. Il est député national honoraire de la circonscription électorale des Likasi, membre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS en CID. Honorable, bonjour. Bonjour Madame Ejejala, c'est le plaisir le plus grand pour moi de participer sur cette chaîne et dans cette émission pour la toute première fois. Et je profite de vos caméras et de vos micros pour saluer la population de Likasi avec qui on a fait longtemps sans nous voir à cause de la Covid et la suspension des vols vers l'intérieur. Merci honorable, merci de répondre également à notre invitation. Alors aujourd'hui, on va beaucoup plus parler de vous, honorable John Kolela. On va parler de vous, on va parler de vos personnes, on va parler de vos projets, vos perspectives d'avenir, comment vous voyez la ville de Likasi, ce que vous avez déjà pu réaliser pour la population congolaise d'une manière générale et les Likassiens d'une manière particulière. Alors déjà, la première question, beaucoup de gens vous connaissent, Likasi vous connaît. Pour ceux qui sont en train de nous suivre sur les plateformes de communication, sur Internet, est-ce que vous pouvez vous présenter? C'est qui, honorable John Kolela? Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous, de vos études, de votre parcours professionnel? Et quelqu'un m'a posé la question, est-ce que l'honorable est marié ou pas? Merci beaucoup madame, c'est pour moi une opportunité de vous dévoiler qui je suis réellement. John Kolela est un enfant de Likasi. Je suis né le 14 juin 1978 ici à Likasi, de papa Mobenga Hanouki, cheminot de la SNCC qui est à la retraite, ainsi que maman Moulanga. Je fais mes études primaires ici à Likasi, à l'EP Ouakide, en face de Saint-Benoît, église Sacré-Cœur. Et je fais mes études humanitaires, une partie au niveau de l'Institut technique industriel Jombo. Et après un temps, je suis parti continuer ailleurs, au lycée Notre-Dame de la Jeunesse. J'ai décroché mon diplôme à cet institut en commercial. Ensuite, je suis revenu à Lubumbashi pour les études supérieures au niveau de l'université Inilou, où j'ai fait l'économie, gestion financière. Je suis donc licencié en gestion financière. Après ça, j'ai complété quand même, je fais aussi le droit. J'ai déjà mon diplôme de droit de l'Université catholique du Congo, donc je suis à la fois économiste et juriste. Je me suis marié ici à Likasi même depuis 2004 à Madame Olga Mwadi Kolela, qui est aussi aujourd'hui députée de la circonscription de Lubumbashi. Avec elle, nous avons 5 enfants, dont l'aîné est Arsène, Ariel, Ariane et Arnaïs, ainsi qu'Arsmine, qui est la seule fille de la maison. Donc, j'ai commencé la politique à l'âge de 12 ans, la politique active, parce que j'étais révolté par des événements négatifs qui s'est passé dans la province. C'est en 1992, quand j'ai vu les gens brûler les maisons, des discours discriminatoires. Alors, ces événements négatifs que je cherchais à positiver, parce que je me posais la question, pourquoi tous ces jours nous étions ici, mais pourquoi aujourd'hui les uns tuent les autres? Je me suis posé toutes ces questions-là. Alors je me suis dit, quand je serai aussi grand, je ferai la politique de manière active pour corriger les bavures que j'étais en train de voir à son temps. C'est comme ça que lors de l'entrée du musée Laurent Désiré Kabila en 1997, en principe j'avais résolu de faire l'armée, mais à la maison on n'avait pas accordé, sinon je serais aussi Kadogo parce que j'étais révolté par la gestion de l'époque. Et vous, si vous étiez Kadogo, vous ne serez pas devenu honorable député? Je ne crois pas toujours, peut-être parce qu'il y a aussi des amis Kadogo avec qui nous étions des députés dans notre législature. Donc on peut toujours faire la vie après cela. Bon, c'est Dieu peut-être qui a souhaité que je n'y entre pas.
Donc c'est à cette époque-là que je me suis beaucoup plus focalisé à l'UDPS. J'ai commencé par là, j'ai gradé les échelons selon mes propres mérites. Quand j'étais à l'UNILO, je fus le secrétaire en charge de la mobilisation et propagande. Et de là, quand j'ai terminé, comme je devais venir m'installer à Likasi, ma ville natale, je suis revenu ici où j'ai commencé par occuper le poste de la mobilisation, ensuite le poste de l'organisateur du parti. Et en 2006, on devrait déjà postuler en son temps, mais malheureusement, notre parti n'avait pas accepté de participer aux élections qu'on avait jugé que les conditions n'étaient pas réunies. En 2011, quand j'ai postulé, j'ai gagné les élections en 2011 avec environ 32 000 voix. Alors, c'est comme ça que je suis allé siéger à Kinshasa. Et là, au niveau de l'hémicycle, je fus membre de la commission ECOFIN et budgétaire. Et je fus le porte-parole du groupe parlementaire UDPS et Alliés. Donc, voilà au moins de manière sobre ce que John Kolela et les études faites, ainsi de suite. Donc, voilà au moins mon parcours en tant que jeune. J'ai beaucoup d'amis ici. Je suis chrétien de l'église Centre d'évangélisation charismatique, Colonne de Feu, là où il y a les pasteurs Papa Adam Mutombo, où je fus secrétaire de l'église évangéliste tout le temps que j'étais ici avant de partir pour Kinshasa. Un fervent chrétien. Je suis un fervent chrétien. Merci, honorable. On l'a soulevé tout à l'heure, vous avez été élu aux échéances électorales de 2011 en tant que député national dans la circonscription électorale de Likasi. Et donc vous avez œuvré quand même pendant longtemps aux côtés de l'ancien président ou dans les gouvernements à l'Assemblée nationale avec les autres députés, avec l'ancien président Joseph Kabila Kabange. La lutte n'a pas été facile, on peut le dire. Quels sont les défis que vous avez pu réaliser ou relever pendant cette période? Certainement. Avant d'être député ici à Likasi, je suis d'abord aussi commerçant parce que je suis économiste. Le magasin juste en face de la mairie, là où il y avait Frégilo Framac, la première porte c'était chez moi, ainsi que le deuxième Jolga qui était juste en face du monument. Alors, je suis allé avant de partir même, ce n'était pas facile de travailler tant qu'opposant dans une ville acquise au pouvoir parce que nous sommes au Katanga, c'est le président Joseph Kabila avec tout le moyen de pouvoir qui était chef de l'État. Donc, parfois des menaces y étaient. Parfois, ma propre famille me conseillait même de déserter la politique pour se protéger. Mais tellement que j'étais convaincu de ce que je faisais, j'ai résisté. Je dis même aux membres de ma famille que celui qui ne veut pas que je fasse la politique devrait se soustraire de moi. Ma femme à la maison aussi, tout jeune qu'elle était, on avait presque 20 ans. Alors, c'était aussi dur pour elle de supporter, de voir son mari tout jeune qu'il était, passer à la télévision à 1h, 2h du matin, rentrer à la maison sans sécurité et avoir un discours qui allait à l'encontre de ce qu'était le régime. C'est vrai, j'étais élu, j'ai réuni mon courage. De la deuxième semaine de notre législature, j'avais le courage déjà de prendre la parole pour dénoncer les choses au niveau national. C'est vrai que les menaces n'ont pas manqué, nous travaillons avec cela, mais si on avait le courage d'avancer, c'est parce que j'ai les principes de la vie que je dois respecter. Pour moi, un homme ne peut pas mourir en dehors du jour de sa propre mort. Quiconque doit mourir aujourd'hui, c'est-à-dire Dieu le savait déjà, il était prédestiné à ce qu'il meure dans ces conditions-là. Parce que s'il y aurait des morts accidentelles, c'est-à-dire Dieu n'est pas Dieu. Alors je m'étais dit, si Dieu m'a prédestiné pour 100 ans, pourquoi je mourrais à 30 ans? Donc ce serait impossible. Voilà, c'est le leitmotiv qui m'a poussé à être courageux et à affronter le problème en face. L'essentiel pour moi, c'est d'être vrai, de dire les choses que j'ai de preuves pour dire que même si je suis arrêté demain, j'ai la facilité de les démontrer. Et même si on pourrait m'arrêter, au moins la cause est noble. Donc, c'est comme ça que nous avons imité peut-être nos pères fondateurs du parti pour avancer. Mais ça n'a pas été aussi facile parce qu'en politique, c'est un domaine de conflit, c'est un monde de conflits. Dans mon propre parti, j'ai eu aussi des sérieux problèmes parce que les uns pensaient que le fait d'être élu, il fallait me combattre moi pour dégager le chemin aussi pour eux. Les autres aussi estimaient que c'est vrai que j'avais trahi peut-être le parti en ne suivant pas le mot d'ordre du président. Justement, c'est la question qui me venait d'ailleurs à l'esprit parce que on a appris qu'il y a des députés de l'UDPS qui en avaient demandé de se retirer de l'Assemblée nationale. Mais curieusement, vous n'avez pas été parmi ceux-là qui se sont retirés. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'UDPS, nous sommes un parti politique avec les ambitions et nous sommes des personnalités.
nous n'avons pas à dire qu'il faut qu'il y ait les gens qui prennent des mots d'ordre à notre place sans nous associer. Être député, c'est une responsabilité d'État. Donc, on ne peut pas qu'il y ait des gens qui se réunissent pour dire que nous décidons ici. Il fallait associer les députés à la prise de décision. Mais malgré cela, peut-être que les gens ne nous croiront pas aujourd'hui, mais c'est ce que j'ai toujours dit aux gens du parti. Certains ont eu l'occasion de vérifier cela. Avant de commencer à siéger, nous avions pris soin d'aller voir le président Étienne Lefeu pour le voir, lui proposer le tableau. Nous lui avons dit, si nous ne siégeons pas, voilà les avantages, voilà les inconvénients. Si nous siégeons, voilà les avantages, voilà les inconvénients. Et le feu président nous avait dit quelle est l'option la plus meilleure que vous estimez. Nous lui avons dit que si nous siégeons, il y a plus d'avantages que si on ne siège pas. Parce que déjà en 2006, on n'avait pas participé aux élections, rien n'avait changé. Mais si nous participons, on peut en interne changer certaines choses, tant plus soit-il. Et vous, en externe, vous continuez avec le même combat. Et le feu président avait dit, vous avez fait le choix, alors vous pouvez avancer. C'est sur sa parole qu'on a avancé. Mais malheureusement, comme cette réunion n'était même pas filmée, il était en résidence surveillée. Et les gens, nous faisons foi qu'il y en a qui nous croient sur parole, mais il y en a aussi qui ne croient pas. Mais ne pensez-vous pas que d'un côté vous avez quand même trahi les partis parce que les mots d'ordre qui a été donné, il n'y a jamais eu de mots d'ordre. Responsables du parti qui l'ont donné. Si aujourd'hui vous êtes journaliste, c'est-à-dire que si vous êtes à mesure de montrer les événements de 1960, vous avez les images aujourd'hui. Si vous avez les images de 92, vous les avez, mais vous manquerez une image importante aujourd'hui pour prouver aux gens ce que vous êtes en train de dire. À quel moment, à quelles circonstances le président Félix Tshisekedi avait dit de ne pas siéger? Vous n'avez pas ces images-là. Ni par interview, ni dans un discours, ni dans une conférence. Ces images n'existaient pas, mais permettez... Même les contrats que nous signons, il peut être verbal. Exactement. On n'a pas besoin d'enregistrer, c'est qu'on est en train de se dire... Exactement. Il y a des gens au sein du parti qui ont véhiculé ces messages. Mais de la bouche du président, ce n'est jamais arrivé. Mais comment nous, vous voulez que nous croyions au message des individus qui passent à travers la télévision pour donner leur propre position, qui n'est pas la position du parti? Parce que la personne qui avait instrumentalisé cela, et aujourd'hui il n'est plus politique, il est devenu chrétien fervent, et il est pasteur, il a pris soin de démentir l'information pour nous demander même pardon à nous. C'est Raphaël Kabambou. Beaucoup de gens ont même son numéro, ils peuvent l'appeler, ils peuvent lui expliquer comment ils ont monté ce coup-là et comment ils ont véhiculé les messages pour nous salir à l'occasion de rien. C'est là, c'est la vérité, mais malheureusement, on ne peut pas convaincre tout le monde. Et je ne demande pas à tout le monde de croire, mais j'estime que peut-être avec le temps aura le mot plus doux que mes propres paroles pour nous justifier. Très bien. Honorable, aujourd'hui vous vous retrouvez dans la ville de Likasi. On peut savoir, c'est pour quelle raison vous êtes en visite familiale ou il y a une raison particulière qui vous amène à Likasi. Et je rappelle, ou je le dis, vous allez nous donner beaucoup plus de précisions. Aujourd'hui vous exercez autre fonction au niveau national. On peut savoir lesquels. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, John Kolela, après les élections de 2018, on a installé l'Assemblée nationale. Je fus d'abord conseiller parlementaire du premier vice-président, Jean-Marc Kabunda Kabund, avec qui on a cheminé toute la période, environ une année et quelques mois. Ensuite, il a été déchu. Mais au moment où je travaillais avec lui, mes ambitions étaient aussi ailleurs. Alors on avait négocié déjà avec lui pour qu'il puisse réaliser les ambitions dont j'avais proposé et il avait pris bonne note. Il fut un temps où il était déchu de sa fonction, donc nous tous membres des cabinets, on devrait rester à la maison. Et quand il est réhabilité, il a estimé que comme j'avais proposé d'autres ambitions, au lieu de me reprendre dans le cabinet, comme ça on avance avec mes ambitions, qui est à mon poste de conseiller, il prendra quelqu'un d'autre. Et qui a rapport avec mes ambitions, dans 2-3 mois, ça devrait se réaliser parce qu'il fallait que le chef de l'État prenne une décision par ordonnance. Mais vu que ça traîne, au lieu de rester, je me suis dit que je suis quand même un opérateur politique. C'est comme ça que quand on a désigné les nouveaux membres, les acteurs de nouveaux gouvernements des Warriors, alors j'ai jugé bon de travailler toujours dans les cabinets, maintenant cette fois-là du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo. Donc au moment où je vous parle, je suis conseiller là-bas. Si je suis ici à Likasi, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai fait environ 2 ans, je ne suis plus rentré parce qu'on avait interdit le vol au niveau interne à cause de la Covid. Aujourd'hui, on a repris, il fallait que j'attende que les enfants entrent en vacances parce que je suis venu ici avec toute la famille, madame et tous les 5 enfants, nous sommes là. Donc, c'est la première raison, ça fait longtemps que je n'étais pas là. De deux, j'avais des deuils au niveau de la famille, j'ai perdu un oncle et un grand frère.
Alors tout ça faisait à ce que je puisse venir, mais aussi je suis venu accompagner madame, comme ce sont ses premières vacances parlementaires, je vous ai dit qu'elle est aussi députée, j'ai souhaité que, comme je ne suis pas élu, alors j'avais d'autres dossiers que j'avais laissés au cours de mon mandat, de gens qui avaient de plaintes, de partants volontaires, de retraités ou les gens qu'on a licenciés au niveau de GCK et plusieurs autres problèmes quand j'ai terminé mon mandat qui était encore en cours. Et j'ai souhaité que madame, comme elle a la chance d'être élue députée, qu'elle puisse venir s'enquérir de ces dossiers de la population afin de le défendre correctement. Très bien, honorable. Vous avez été élu en 2011. En 2018, ça n'a pas été. Pensez-vous vous représenter encore en 2023 et quelles sont vos perspectives d'avenir? Oui, merci beaucoup. La politique, on ne l'abandonne jamais jusqu'à la mort. Si un politicien abandonne en cours, c'est-à-dire qu'il en souffre encore trop. Donc, si vous êtes déjà politicien, c'est que vous restez. Je pense qu'il y a plusieurs options qui sont dans mon cœur, dans ma tête, qui sont sur la table, mais je n'ai pas encore levé une option. 1. Faut-il postuler ou ne pas postuler? Je ne sais pas encore. 2. Si je postule, ça sera à quelle élection? Provinciale, nationale ou sénatoriale? Je ne sais pas encore. 3. Est-ce que je peux me faire suppléant de quelqu'un qui est mieux placé, de sorte que si lui est élu, je peux le remplacer? Ce n'est pas encore levé l'option. 3. Est-ce que je postulerai à l'ICASI ou ailleurs? Je ne sais pas encore. Donc, toutes ces réponses à ces questions seront levées en fonction de la volonté de la population. Parce que quand on est dans la population, et vous qui êtes là, voir les collaborateurs qui restent sur place, il y a certains échos sur base desquels nous devrons prendre la meilleure décision qui sera la bonne et pour moi et pour la population. Parce que c'est vrai que nous avons aussi des députés aujourd'hui que je ne peux pas exposer devant la place publique, sinon je serais jaloux. Mais néanmoins, ils sont en train de travailler de leur manière et la population est en train d'apprécier pour faire la comparaison entre les anciens, notre époque et l'époque actuelle. Et sur base de ça, je pense que la population pourra nous retourner des échos qui ont déjà commencé dans les bons sens comme dans les mauvais sens. À partir de là, nous allons mettre tout sur la balance et savoir quelle sera la meilleure option à prendre. Voilà, honorable, parlons un peu de votre parti politique, l'UDPS. Pendant longtemps, ce parti politique a travaillé dans le camp de l'opposition. En 2018, l'UDPS prend le pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Est-ce que vous êtes content, satisfait du travail réalisé sur terrain? Oui, merci beaucoup. Vous savez que nous avons passé 2 étapes différentes. Dans la vie de tout parti politique, un parti normal commence dans l'opposition, il évolue plutôt jusqu'à conquérir le pouvoir. Nous avons passé plusieurs étapes. Au moment où on a fondé l'UDPS, c'est vrai que les gens savent que c'est à 1982, mais en réalité, sous coulisses, l'UDPS a commencé à 1977. Et à cette période-là, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de chaînes de télévision pour relayer nos messages. C'est pourquoi l'UDPS a mis beaucoup de temps pour organiser certaines choses, parce qu'il fallait aller de la formation du parti, recrutement de membres, véhiculer le message pour que les gens vous croient et adhèrent. C'est là, de bouche à oreille, sur l'étendue de 2 344 410 km². Ce n'était pas une tâche facile. Nous avons fait notre travail en tant que des opposants en dénonçant le mot qui rongeait la République et en dénonçant les voleurs de la République. Aujourd'hui, certes, nous sommes au pouvoir. Est-ce que nous sommes satisfaits de notre résultat 2 ans durant? Je dirais oui. Je dirais oui, je sais que d'autres personnes peuvent bouger dans leur chaise en me suivant quand je dis oui. Parce que pour faire correctement le bilan, il ne suffit pas de faire le bilan selon ce que nous tous nous sommes en train d'attendre. Pour dire que dans une année, dans 3 jours, tout devrait changer comme sur le coup de baguettes magiques. Mais pour faire correctement le bilan, nous devons prendre d'abord en compte le temps. Nous avons combien de temps au pouvoir? 2 ans et demi. Ok. 2 ans et demi, quel est le budget, les moyens que nous avons trouvé de l'État pour changer les choses? Nous avons trouvé un budget d'environ 5 milliards de dollars. Pour combien de populations? Pour 100 millions de populations aujourd'hui. Est-ce qu'avec 5 milliards de dollars, dans 2 ans, vous pouvez changer la vie de 100 millions de citoyens sur une superficie de 2 343 410 km²? Là, et avec tout le besoin qu'il y a à la population, parce que tout ne marchait pas dans tous les secteurs de la vie sociétale, que ce soit l'éducation, que ce soit l'emploi, que ce soit l'investissement, que ce soit les routes, que ce soit l'agriculture, rien ne marchait, il n'y a rien du tout, on ne produit rien. Alors, si nous regardons le bilan par rapport aux besoins de la population, on peut dire que rien n'est encore fait. Mais si nous regardons le bilan en termes de timing passé au pouvoir, en
en termes de moyens trouvés et en termes de la superficie et de besoins à réaliser, le peu que nous avons fait dans 2 ans, on peut les étaler, on peut les lister pour comparer à ce que les autres ont fait avant nous pendant 21 ans ou pendant 32 ans. Parce qu'avant nous, il y a eu 3 régimes qui se sont succédés. Le régime de Kasavubu, on peut ne pas carter parce que c'était durant l'indépendance. Mobutu a fait 32 ans, il n'a pas fait 2 ans comme nous. Joseph Kabila a fait 21 ans, je sais que les gens vont dire c'est 18 ou 19, mais c'est un régime qui a commencé depuis l'entrée de l'AFDL, c'est-à-dire même la partie de Mosé Kabila, c'est les mêmes personnes qui ont travaillé. Si nous, je ne parlerai pas d'eux, mais je dirais seulement ce que nous avons fait durant 2 ans, que les autres n'ont pas fait pendant 21 ans ou pendant 2 ans. Justement, par rapport à ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'on a comme l'impression que plusieurs projets ont été lancés, mais inachevés jusqu'à ce jour. On prend les cas du procès, il y a même un procès qui a été organisé pour le projet des 100 jours. Presque, on a comme l'impression que c'est de l'argent qui a été gaspillé. Vous avez parlé de l'éducation tout à l'heure. On prend les cas de la gratuité, l'enseignement, on a comme l'impression que ça n'a pas marché et finalement on se pose la question, qu'est-ce qui a marché? Ok, je vais commencer par la gratuité. La gratuité est constitutionnelle, c'est depuis 2006, ce n'est pas le président, ni Kabila, ni Tshisekedi qui ont décidé de la gratuité. Ce sont les citoyens à travers la question référendaire qui ont estimé qu'il faut qu'il y ait la gratuité pour nos enfants. Le président Tshisekedi arrive, décrète la gratuité au vrai sens du terme, parce qu'autrefois ce n'était que le discours. Je suis étonné de savoir que dans certaines écoles ici à Likasi, on demande l'argent aux parents. Mais si vous, parents... Ce n'est pas seulement à Likasi. Hein? Non, je pense qu'ici à Likasi, oui. C'est là où j'ai appris à Kinshasa, la gratuité est effective. Et les gens qui ne font pas la gratuité... À Lubumbashi, c'est pas effectif. C'est là où j'arrive. Oui, si avec la complicité des parents, toi tu es maman, tu envoies ton enfant à l'école, on te dit que c'est gratuit, mais en aparté avec les responsables de l'école, on vous fait payer, vous payez, vous êtes complice du mal. Donc le problème est que ne pleurons pas si nous sommes complices, on est en train de nous escroquer et nous acceptons, et ensuite nous disons que c'est le gouvernement. Si les enseignants ne sont pas payés, laissez-les gréver d'abord pour que le gouvernement résolve leurs problèmes. Parce que la gratuité, lorsque les médecins ne sont pas payés, ils ne vont pas demander l'argent aux particuliers. Les particuliers, c'est qui? Ce sont les policiers, les militaires, les fonctionnaires. Eux aussi ne sont pas bien payés par l'État. Mais ce n'est pas pour autant, ils vont dans d'autres maisons pour réclamer leur salaire. Leur salaire, ils doivent le réclamer auprès de l'État. Mais du moment où, parce qu'eux justifient ceci, ils disent que nous avons de nouvelles unités. Les nouvelles unités, c'est-à-dire ce sont les enseignants qui n'ont pas encore de contrat avec l'État. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas reconnus par l'État. Mais pour payer ces nouvelles unités, je prends le cas, une école qui a 10 classes, il y a 6 qui sont payés par l'État et 4 ne sont pas payés. Et vous estimez qu'en payant 15 $ ou 15 000 francs par élève, on paye à cet enseignant-là 1 000 $. Parce qu'il y a beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie que les propriétaires ou les responsables de ces écoles-là sont en train de voler. Si l'IGF entrait ici, beaucoup d'écoles auront des problèmes. Donc, si la gratuité ne marche pas dans certaines villes, comme vous le dites, c'est parce que les parents sont complices. Alors, si vous êtes complice qu'on vous escroque, ne pleurez pas. Si vous voulez que la gratuité marche quand on vous demande de l'argent, constituez-vous en collectif, allez-y devant l'État, portez plainte contre ces responsables-là, on verra qui gagnera ces procès-là. Donc, ne soyons pas complices, ça c'est de 1. De 2, en ce qui concerne les projets 100 jours du chef de l'État, la plupart des projets sont déjà restés. À ce jour, il n'y a pas un seul saute-mouton qui n'est pas d'usage. À ce jour, il y a plusieurs projets. Ne dites pas que c'est de l'argent gaspillé parce qu'on a arrêté les gens. Les gens qui ont volé, on les a condamnés. Et dans leur condamnation, on n'a pas fixé seulement la peine de 20 ans ou de 12 ans. Il y a aussi la confiscation de leurs parcelles, de leurs comptes en banque. Quand on confisque, c'est pour retourner cet argent-là, donc rien n'est perdu. C'est vrai que l'état de droit, la bonne gouvernance ne veut pas dire l'absence des malfaiteurs. L'état de droit, la bonne gouvernance veut dire que lorsque les malfaiteurs sont découverts, il faut les sanctionner. Alors parce que les gens se posent la question, non, il y a l'état de droit mais on vole. Mais c'est comme si on comprend, c'est que c'est l'état de droit. L'état de droit veut dire donner à chacun ce qu'il mérite. À celui qui a volé, la prison. À celui qui a bien travaillé, on le remercie. Très bien. Alors honorable, pensez-vous avoir un bilan à présenter en 2023? Quand je parle de vous, je vois votre parti, je vois l'UDPS. Pensez-vous que la population congolaise peut encore renouveler sa confiance au chef de l'État en 2023 pour qu'il fasse un deuxième mandat s'il y aura élection? Je crois bien oui.
La plupart des gens qui contredisent le chef de l'État ne le font pas de bonne foi, soit c'est par tribalisme, soit par jalousie parce qu'ils ont quitté le pouvoir, mais de manière rationnelle et de manière raisonnable. Il suffit de regarder le bilan dont nous venons un peu détailler. Aujourd'hui, la RDC a acquis environ 7 avions qui seront là d'ici là. Depuis que le Congo est Congo, je pense que c'est pour la première fois, non pas des avions d'occasion, mais les avions qui viennent à peine de l'usine. Ça, c'est dans 2 ans. En RDC, c'est là où nous parlons aujourd'hui de la gratuité, dont la situation va davantage s'améliorer l'année prochaine. Parce qu'au moment où je vous parle déjà, le budget, le projet de budget qui est en train d'être traité, c'est environ 10 milliards et demi qui sera d'application. Du moment où on aura ces budgets-là de 10 milliards et demi, on peut améliorer les salaires des fonctionnaires et des autres. On peut améliorer les conditions même des enseignants et même, disons, les sociales de manière générale. C'est dans 2 années et demie qu'on a réduit les prix des billets d'avion de Lubumbashi-Kinshasa comme dans d'autres villes. C'est dans 2 ans et demi qu'on a réduit les prix des passeports. C'est vrai, les gens me diront que mais tout ça, c'est pour la classe supérieure. Justement, on parle du panier de la ménagère. Quand est-ce que la ménagère va aussi se retrouver? Je trouve parce injuste. Quand vous parlez de cet avion-là, oui. C'est pas tout le monde qui a la facilité de se payer un billet d'avion. Non, non seulement on a acheté des avions, mais on a réduit les prix. C'est-à-dire, si les fonctionnaires devraient faire 10 mois pour avoir un billet d'avion, aujourd'hui ils peuvent faire 2 mois, l'économie de 2 mois pour y accéder. C'est-à-dire va bénéficier de 6 mois. Si ton enfant va à l'école gratuitement, le minerval que tu devrais payer pour 5 enfants pendant 10 mois, c'est combien d'argent qu'on a donné à la maison pour améliorer ces conditions. Donc, le social de la population ne sont que l'accident de l'économie, l'accident des finances, l'accident de la politique, ce sont les conséquences de tout cela. On ne peut pas améliorer le social sans améliorer l'économie, on ne peut pas améliorer le social sans améliorer la politique, on ne peut pas améliorer le social sans améliorer les finances. Donc, un parent qui dégage le réserve parce qu'il ne paye pas pour son enfant à l'école, ça, ce n'est pas n'importe qui. Voilà. C'est combien d'argent dans l'hypothèse où on prend que par mois, un parent peut payer $50 pour l'école de son enfant et il en a 5 à l'école primaire. Multiplié par 10. C'est combien d'économies ces parents peuvent dégager. Vous avez dit que ce n'est pas n'importe qui accède à l'avion. Mais ce n'est pas n'importe qui, c'est vrai. Mais le fait de réduire, c'est-à-dire qu'on a quand même ajouté une classe qui était inférieure. Vous imaginez quelqu'un qui a un deuil à Kinshasa, qui devrait prendre la route pour faire 3 semaines. Mais aujourd'hui, il peut faire 2 heures. Est-ce que ne dit-on pas qu'il est Misman? Alors, c'est pour vous dire que petit à petit, l'un bénéficie de la réduction du passeport, l'autre bénéficie de la réduction du coût d'avion, l'autre bénéficie de la gratuité de son enfant, ainsi de suite. C'est comme ça, petit. Et ça, ayant en tête chaque fois que vous posez la question, c'est dans combien de temps? C'est dans 2 ans. Voilà pourquoi je dis que si maintenant, ce que nous avons fait dans 2 ans, vous nous accordez nous aussi 21 ans ou 32 ans, il faut multiplier nos réalisations par ces taux-là. Alors, je crois que le président a pris le pays qui était au fond du gouffre, avec toutes les difficultés. Aujourd'hui, le président n'a pas créé un seul problème. Il a hérité les problèmes qu'il est tenté de résoudre aujourd'hui. Donc, pour résoudre les problèmes qu'il a hérités, parce qu'il n'a pas créé un seul, il a hérité, il faut lui accorder aussi les temps et les moyens. Et je crois même la construction d'une maison, parce que son mandat est de 5 ans. Si vous vous fixez que cette maison, je vais la construire pendant 5 ans, le premier mois, on peut simplement creuser le trou pour la fondation. Le deuxième mois, on peut commencer à placer le bloc de fondation. Alors, quelqu'un qui passe là-bas ne verra pas la maison. Mais c'est dans la durée qu'on s'est fixé. Et notre durée qu'on s'est fixée pour construire et achever, c'est 5 ans. Mais les autres peuvent venir achever à votre place. Non, de toutes les façons, nous allons achever ce que nous avions prévu dans 5 ans. Alors, dans les 5 ans, quand ça va arriver, maintenant la population congolaise va faire la comparaison avec le prédécesseur. Parce que dans 21 ans, on n'a pas vu la gratuité. Dans 21 ans, on n'a pas réduit les prix des transports. Dans 21 ans, on n'a pas réduit les prix des passeports. Dans 21 ans, on n'a pas acheté les 7 avions. Et dans 21 ans, il y a d'autres projets qui se sont réalisés. En attendant nos 5 ans, on verra à quel niveau on va arriver. Peut-être à 80%, peut-être à 90%. À ce moment-là, on va dire que non, vous avez fait. Ce dont je suis sûr, le budget 2022 sera très déterminant pour vous donner beaucoup plus de lumière et d'éclairage. Très bien. Honorable, alors, je n'ai pas cessé de le dire, vous avez été élu dans la circonscription électorale de l'ICASSI. Qu'est-ce que vous avez pu faire pour l'ICASSI? Ou qu'est-ce que l'ICASSI peut retenir de vous en tant qu'honorable John Kolela? Et peut-être vos perspectives pour la ville de l'ICASSI. Comment voyez-vous l'ICASSI dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans?
Oui, merci beaucoup. Je fus élu député national. Mon rôle était de voter les lois que j'estime meilleures pour tout le monde et contrôler le gouvernement dans sa gestion. Cette tâche-là n'a pas été facile pour moi, surtout que j'étais un député de l'opposition dans un régime où l'ensemble ou la majorité était plus qu'une chambre d'enregistrement parce qu'il fallait que Kabila tous ou bien ils disent ce qu'il faut faire et les autres viennent le relayer. C'est vrai que la plupart de nos propositions n'étaient pas retenues dans ce sens-là parce qu'on estimait que venant d'un opposant, c'est comme si on me donne les armes pour les abattre. Néanmoins, j'ai fait mon travail. Et mon travail ne concernait pas seulement la population de l'Ikassi, mon travail concerne toute la population, même là je n'ai pas été élu parce que je fus député national. Je prends le cas lorsqu'il y avait des tueries ici à l'Ikassi particulièrement, dont la Junafec était en train de faire les désordres à la cité, tabasser les gens, j'avais interpellé le ministre. Parce que mon rôle, le rôle d'un député, ce n'est pas de construire la route. Beaucoup de gens peuvent témoigner, et moi-même, je ne manquais pas des initiatives pour interpeller. John Kolela, ce qu'il a fait, particulièrement en ce qui concerne le travailleur, le fonctionnaire, j'ai aidé beaucoup de gens, particulièrement quand je parlais des GCK. Il y a un problème au niveau de GCK que j'étais en train de traiter. On a licencié certains travailleurs qui furent travailleurs de la GCAMIN, mais qu'on avait versé à la GCK. Maintenant, quand ils sont licenciés, la GCK, au lieu de payer leur argent, elle estimait que comme ils venaient de la GCAMIN, c'est la GCAMIN qui devrait payer. Alors entre la GCK et la GCAMIN, il y avait le jeu de ping-pong et ces gens sont là sur la route, dans la rue jusqu'à aujourd'hui. Et ces gens, pareil, je les ai aidés. J'ai aidé plusieurs personnes licenciées abusivement à reprendre leur boulot. Et je pense que s'ils seront de bonne foi, ils pourront témoigner. Donc j'ai fait beaucoup de choses dans ce sens-là, à la GCAMIN, à la SNCC comme à GCK, en ce qui concerne le travail. J'ai accompagné certaines personnes dont on avait ravi les maisons à les récupérer pour les accompagner en leur donnant des juges capables de le défendre devant la justice. Donc il y a beaucoup de choses qu'on a fait dans ce sens, mais peut-être comme on est député, c'est une culture que je n'aime pas moi, de parler des donations que je fais. Mais je le fais quand même. Beaucoup de gens me disent, ce n'est pas mal, mais ce n'est pas mal de donner, mais je ne trouve pas propre de en faire la publicité. Je peux dire que j'ai donné plusieurs ordinateurs dans plusieurs écoles de la ville. Je peux citer Kalunga. Je peux vous dire que j'ai donné plusieurs machines à coudre dans des écoles de filles, comme une école qui s'appelait Malou, si je ne me trompe pas. Malou, je crois que c'est ça le nom de l'école, était ici en ville, non loin du collège. Ah, vous aviez parlé des preuves, mais on va peut-être vous demander aussi des preuves, pas moyen de... Exactement. Parce qu'il n'y a pas d'image. Non, on avait quand même filmé, la RCK avait filmé, Trésor Montou, qui a sa chaîne aujourd'hui, avait filmé, mais je ne sais pas s'il peut garder les images. Mais le véritable preuve, ce sont les responsables de ces écoles-là qui pourront témoigner. Parce qu'ils étaient là, ils sont là, ils existent jusqu'à aujourd'hui. C'est le témoignage, peut-être un jour, si vous aurez l'occasion de le voir avec vous, ils pourront vous le dire. Et j'ai construit plusieurs églises, pas totalement, mais en termes de donations, de tôles, de chaises, c'est ce que j'ai fait hors caméra, mais je le fais. Et comment voyez-vous la ville de l'Ikassi dans 2 ans, 5 ans, 10 ans? Je pense que le gouverneur particulièrement a une bonne volonté de reconstruire les choses, mais ça va lentement parce que quand je regarde les routes qui sont en pleine reconstruction, on me dit qu'il y en a qui ont duré 2 ans, il y en a qui ont plusieurs mois. Bon, je trouve cette volonté-là, mais quand même, il faut aller vite parce que la population est en train de mourir de la poussière et d'ici là, ça sera la boue de la pluie. Donc, l'Ikassi, c'est question d'être de bonne volonté d'abord et que la population doit s'unir au lieu de se diviser par des raisons tribales et autres ou politiques. Si nous sommes unis, nous aurons à exiger de nos dirigeants beaucoup. La ville de l'Ikassi, c'est une ville qui a beaucoup d'avenir, mais qu'on laisse entre les mains parfois beaucoup plus des expatriés qui maltraitent nos populations dans leur travail, qui travaillent dans des conditions difficiles, qui ne sont pas bien payés, qui n'ont pas l'équipement qu'il faut pour travailler dans des produits qui sont parfois toxiques. Donc, l'avenir de la ville de l'Ikassi dépend du comportement des uns et des autres, dépend de notre unité et dépend de l'amour de la République de manière générale. Et pour finir, honorable, vous êtes en train de suivre l'actualité politique dans notre pays. Aujourd'hui, on apprend que la MOCA va s'unir au PPRD et il y a déjà une marche qui est en vue cette semaine. Quelle est votre analyse sur cette question? Je ne pense pas que c'est pour finir parce que vous m'avez promis qu'on devait parler de l'UDPS. On va nous accorder encore suffisamment de temps pour en parler. Parce que... Alors, pour parler de la MOCA, c'est une chose à féliciter. L'UDPS n'est pas arrivé au pouvoir pour que tout le monde devienne membre du pouvoir. Il faut qu'il y ait des opposants. Pour moi, un opposant, c'est mon premier conseiller. C'est la lampe témoin. Quand elle s'allume, c'est pour me dire que voilà, il y a les dangers. Si je dois chercher les premiers conseillers dans ma vie, si je suis au pouvoir, c'est l'opposition. Et aujourd'hui, si la MOCA s'unit au PPRD,
c'est toujours une bonne chose. Pensez-vous pas que l'UDPS sera quand même fragilisé? Je ne crois pas. On a besoin d'une opposition forte pour que la démocratie vive réellement. La MOCA peut s'unir au PPRD. Nous, UDPS, on a marché pendant 37 ans. Nous avons eu des gaz, nous avons fait la prison, nous avons eu des morts, nous en avons comptabilisé parmi nous. Mais ce n'est pas certains qui vont aussi marcher pendant 37 ans dans l'opposition. Non, je dis que nous on a marché 37 ans, on ne s'est pas plaint. Ça sera peut-être pas le cas pour eux aussi. C'est possible, ils peuvent arriver à 100 ans, à 50 ans, tout comme ils peuvent arriver à 5 ans, c'est normal, mais qu'ils commencent aussi quand même. Parce qu'à l'opposition, partout l'opposition dans le monde, on marche. C'est une expression démocratique, je les encourage et je souhaite que les différents gouverneurs de différentes provinces acceptent leurs manifestations, ils vont marcher et les 16, il y aura une journée, il y aura le soleil, il y aura la nuit. Les 17, on va parler ensemble encore parce que parmi eux, il y en a qui sont nos amis. Ici particulièrement, mon ami Kiler Moubambe, il est de la MOCA, mais on est ensemble. Donc c'est pour vous dire que l'opposition fait partie de la vie. Avoir une opposition forte, constructive, organisée, ça pousserait nous qui sommes au pouvoir à attirer beaucoup d'attention et à faire correctement notre travail parce que l'opposition, c'est comme les gendarmes devant nous, qui est notre challenge. Donc nous devons faire mieux pour prouver à la population qu'il faut encore nous faire confiance. J'encourage l'opposition à le faire. Très bien. En tout cas, ça c'est la toute dernière question. Hein, avant de nous quitter, honorable, qu'est-ce que vous aimez le plus dans la vie? Dans la vie, j'aime ma femme, j'aime beaucoup plus ma femme, j'aime mes enfants, j'aime les citoyens congolais et je veux que la République soit sur le bon rail et que tout citoyen puisse exceller dans le domaine de son choix. Et pour y parvenir, l'État doit nous donner le moyen de sorte que chacun puisse se débrouiller dans sa vie et que les Congolais vivent la vie qu'ils méritent. Merci, honorable John Kolela, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Madame Eji Tchala. Voilà, Madame, Monsieur, c'est pratiquement la fin de cette émission, interview exclusive. Nous avons eu le réel plaisir de recevoir pour vous l'honorable John Kolela, député national honoraire de la circonscription électorale de l'ICASSI. Avec lui, nous avons échangé, parlé sur ses réalisations, sa personne d'abord, ses réalisations, que ce soit en politique, sa vie professionnelle, ses études. Nous avons un peu touché à l'UDPS et l'actualité politique en République démocratique du Congo. Merci surtout à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur les antennes de Logos Télévision.